Des fleurs au milieu d'un jardin en ville, une sorte d'oasis de nature dont on peut se demander ce qu'elle a encore de naturel. Car si on lève un peu les yeux, donc la caméra, que voit-on? Eh bien des immeubles, des logements, ce qui veut dire également des rues, donc des véhicules qui passent dans ces rues, des motos, des voitures, des bus et qui libèrent toutes sortes de particules plus ou moins fines qui viennent ensuite se loger dans nos poumons. Cela peut générer des maladies, des allergies, dans les cas les plus graves, eh bien, des cancers. Et il y a également la même chose pour la terre ou encore pour l'eau. Alors on en parlera dans cette émission de toutes ces pollutions invisibles, avec des reportages et avec nos invités qui sont spécialistes de l'analyse de l'air, de la nature ou encore de la consommation, et avec également un médecin. Enquête de région commence, bienvenue, bonsoir. Nous sommes au Jardin des Plantes de Nantes, c'est au cœur de la ville, la gare est juste derrière moi. C'est un jardin qui date de 1806, qu'on doit à un certain monsieur Noisette. Et 30 ans plus tard, Jean-Marie Écorchard lui a donné une forme qui est assez semblable à celle qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire 7,5 hectares de nature, dans laquelle poussent en 2017 10 000 espèces végétales. Un poumon vert dans la ville de Nantes. En Pays de la Loire, nous sommes dans la deuxième région agricole de France et sans les stigmatiser, bon nombre d'agriculteurs ont utilisé ou utilisent encore des produits pesticides. Malheureusement, cela a un impact sur leur santé. Certains ont développé des allergies, d'autres des cancers. Et les populations qui vivent près de ces terres agricoles peuvent également être impactées. Vous voyez le reportage de Jérémy Armand et Dominique Lemay. Allez, avance. Hop. Ces vaches, une renaissance pour Jean-Christophe. Éleveur en bio depuis 10 ans près d'Anceny, une seconde vie. Il a débuté en vendant des pesticides aux agriculteurs, jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un lymphome à 30 ans. Dans le coma pendant 4 mois, il frôle la mort. Jean-Christophe n'en garde aucune séquelle, pourtant à l'époque, il manipulait les pesticides au quotidien. J'allais régulièrement dans les champs, suite au traitement de mes clients, dans la vigne notamment, voir si le traitement avait bien fonctionné, quoi. Donc il y avait en permanence des vapeurs de produits, voilà. Et comme en gros j'ai dû fréquenter entre 400 et 500 molécules différentes, donc ça faisait beaucoup de contacts, oui. Différents, un cocktail, quoi, on va dire. Après la maladie, Jean-Christophe s'est lancé dans un autre combat, celui du bio. Sur cette parcelle, pour éviter d'utiliser un herbicide, le glyphosate, il privilégie le pâturage. Elles vont raser l'herbe, bien la nettoyer, comme la parcelle à côté. Là, on voit bien, elles ont déjà pas mal avancé. Et du coup, ça va nous permettre de faciliter le travail des outils. Et donc se passer d'un désherbant total qui fait place nette. Un mal invisible empoisonne la vie de Thierry. Dans ses classeurs, des dizaines d'analyses de santé. Son errance médicale dure depuis 6 ans. Il a les symptômes d'une hypersensibilité chimique. Cet ancien éleveur de volailles en Mayenne a dû vendre sa ferme où il utilisait des pesticides. Aujourd'hui, son jardin est en friche. Thierry a peur que son corps le lâche. Il ne faut surtout pas que ça explose. Parce que si ça explose, c'est 15 jours, 3 semaines pour récupérer, voire un mois. Où je suis à la fois fatigué et j'ai des douleurs partout. Donc, partout, c'est surtout les membres, donc j'ai du mal à porter, j'ai du mal à marcher, me tenir debout. Il y a eu des matins où je ne pouvais même pas utiliser la souris de l'ordinateur, tellement c'était douloureux. La pollution aux pesticides frappe les agriculteurs, mais pas seulement. L'organisme de surveillance de l'air dans la région a effectué des mesures dans les vignobles de Muscadet et d'Anjou, traités régulièrement aux pesticides. Conclusion, les villages alentours ne sont pas épargnés. On a fait des mesures dans des bourgs viticoles et aussi à proximité d'exploitation, et on voit des niveaux qui sont du même ordre de grandeur dans les bourgs qu'à proximité des vignes, sachant que ces bourgs, naturellement, avaient été choisis parce qu'ils étaient à proximité aussi des vignes. Tourner la page des pesticides, le choix de Jean-Philippe ne cesse de gagner du terrain dans la région. L'an dernier, la surface consacrée au bio a bondi de 22%. Voilà, retour sur le plateau d'enquête de région installé pour l'occasion au cœur de la ville de Nantes, au Jardin des Plantes. Et j'accueille notre premier invité, Yannick Roudot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste, écrivain, conférencier, éditeur et vous venez de sortir ce livre au titre évocateur Zéro pollution, édition La Mer Salée. Quand on le lit, on se dit, monsieur Roudot, il ne croit plus en rien, tout est pollué, mais alors tout, du sol au plafond, j'allais dire, dans la vie des Français.
Je crois qu'il y a deux parties. La première partie, effectivement, c'est un constat qu'il faut maintenant accepter, c'est que la pollution elle est omniprésente. J'ai même tendance à dire qu'elle est tellement omniprésente qu'elle est naturelle, puisque les sols, l'eau, l'air, les aliments, tout est pollué. Il n'y a plus une surface du globe aujourd'hui qui n'est pas impactée par la pollution, que ce soit par les courants marins, par l'air qui circule sur le globe entier. Donc elle est omniprésente et on s'y est habitué. C'est ça le drame, c'est que ça paraît tellement normal de vivre dans un environnement pollué que les gens réagissent très peu. Donc j'ai lancé ce cri d'alerte pour dire mais réveillez-vous, parce que si on continue à polluer, Donc pas de résignation, il faut réagir. surtout pas, parce qu'il y a plein de solutions, on en parlera après, il faut ne pas se résigner, parce que c'est en renonçant à la pollution, en disant non, qu'on va trouver des solutions alternatives pour faire autrement. Alors vous avez une formule, vous dites vous voulez abolir la pollution. Alors c'est très beau comme formule, on a aboli l'esclavage, tant mieux, c'est très bien. Mais comment voulez-vous abolir la pollution? Exactement, alors la remarque que vous me faites, c'est exactement ce qu'aurait dit un homme d'affaires nantais il y a 200 ans. Vous lui auriez dit... Ça veut dire que je vis bien avec mon époque, merci beaucoup. Vous lui auriez dit, dis donc mon ami, l'esclavage c'est pas très joli d'aller chercher des hommes en Afrique, de les faire travailler dans des champs de coton et de canne à sucre aux États-Unis. Il vous aurait répondu, mais comment tu veux faire autrement? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que pour exploiter les champs, il fallait des bras. Et ces bras, ça a été les hommes et les femmes d'Afrique. Et finalement, on se rend compte qu'à partir de 1848, on a réussi à abolir l'esclavage aux Antilles françaises parce qu'une alternative permettait de supprimer l'esclavage. C'est la machine à vapeur. Eh bien, mon propos et mon pari, qui est peut-être un peu utopiste pour certains, mais l'utopie c'est l'irréalisé, c'est pas l'irréalisable. Mon pari c'est que dans le courant du XXIe siècle, on va trouver des solutions technologiques et humaines qui vont permettre de supprimer la pollution, supprimer les pesticides, supprimer tous les polluants. Donc on a 100 ans pour agir, pour offrir éventuellement à l'humanité, c'est-à-dire à nos successeurs, une chance de vivre sur la Terre dans des conditions décentes. Alors 100 ans ça me paraît long, je dirais que d'ici la fin du siècle il faut avoir aboli la pollution, mais ça veut dire qu'on s'y met maintenant. C'est que dès 2020, on a déjà des solutions, dès 2030, on a commencé à transformer, et 2050, on a déjà fait un bon bout de Et pendant ce chemin. temps-là, la pollution continue. J'aimerais vous montrer une carte, monsieur Roudot. Regardez sur l'écran qui est devant vous. C'est une carte que nos confrères de Cache Investigation avaient dévoilée l'an dernier. C'est la carte où il y a le plus de pollution en France. Il y a 4 départements qui sont en noir, plus c'est grave. La Marne, l'Aube, la Loire-Atlantique et la Gironde, des départements viticoles où plus de 3 millions de kilos de pesticides dangereux sont vendus par an depuis 2008. Agir maintenant, mais comment ? Tout le problème, il est là, c'est que ça nécessite la remise en question de beaucoup de pratiques économiques et humaines. C'est-à-dire qu'on a vu des agriculteurs dans le reportage précédemment qui ont décidé de passer à la bio, d'autres passent à la biodynamie, certains vont même vers la permaculture, mais ça nécessite qu'on n'a plus des rendements équivalents, réguliers. Donc ça veut dire qu'il faut une grande distribution qui accepte d'avoir des légumes qui sont livrés le lundi et pas le samedi d'avant, ou alors que les rendements soient moins importants que d'habitude. Il faut que le consommateur l'accepte. Il faut ralentir notre rythme de vie, c'est ce Il que faut vous me passer dites ? au slow, oui, il faut accepter. Il faut revenir au rythme de la nature. Exactement, il faut accepter aussi que des lobbies économiques, je pense aux vendeurs de pesticides, les Monsanto, Bayer et autres, arrêtent de prendre les agriculteurs en otage avec la complaisance des coopératives agricoles qui vendent les pesticides à leurs agriculteurs et qui les obligent à produire de cette manière-là. Parce que je connais beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient bien en sortir, mais ils ne peuvent plus pour des raisons économiques et financières. Bon, ça veut dire qu'on l'a vu dans le reportage également juste avant, c'est-à-dire qu'en campagne, en fait, on est aussi pollué qu'en ville. C'est la question que je me suis posée parce qu'en fait, tout le monde va vivre à la campagne en se disant l'air est plus pur, le sol il est de meilleure qualité, etc. Et on se rend compte que quand on vit à côté d'un vignoble, on est plus pollué qu'en centre-ville. En ce qui concerne l'alimentation, les pesticides. Alors, il y a une nouvelle réglementation, vous savez, il y a les zones vulnérables. D'ailleurs, les 5 préfets de chaque département des Pays de la Loire ont pris un arrêté. Le dernier, c'était le préfet de Loire-Atlantique début 2017, pour justement réglementer toutes ces, dans le cadre du plan Zéro Phyto, toutes les utilisations de pesticides près des écoles, près des lieux où on pouvait accueillir des personnes vulnérables. Encore faudrait-il qu'elle soit respectée, cette réglementation, et qu'elle soit peut-être encore plus contraignante qu'elle ne l'est, parce qu'on est quand même assez complaisant avec certains acteurs économiques, et notamment les lobbies de la chimie et du pesticide. Et finalement, on se rend compte que Monsanto, qui fabrique du glyphosate, ça fait 20 ans qu'on sait que c'est potentiellement cancérogène. Aujourd'hui, Monsanto est en train de faire pression sur l'Europe pour que le glyphosate soit réintroduit, soit toujours utilisé dans l'agriculture, parce que c'est des milliards de dollars de bénéfices en jeu. Alors, glyphosate, on en parlera plus tard, notamment avec le jardinier en chef de la ville de Nantes, mais notamment il est interdit, en tout cas, la vente n'est plus en libre service depuis le 1er janvier 2017 pour les particuliers. Voilà, mais les professionnels qui représentent quand même le gros du bataillon, parce que je vous rappelle que ce que l'on consomme, c'est quand même essentiellement l'agriculture professionnelle qui la produit, le glyphosate est encore extrêmement utilisé. Et il y en a d'autres, les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, et bien aujourd'hui il vaut mieux être une abeille en centre-ville qu'une abeille à la campagne. Et c'est pareil pour les humains. Restez avec nous Yannick Roudot, on va encore en parler. On va parler notamment des perturbateurs endocriniens. Les produits chimiques font partie de notre environnement immédiat. Seulement avec eux arrivent les fameux perturbateurs endocriniens. Et pour les éviter, certains font attention à tout dans la maison. N'hésitent pas à changer leurs habitudes pour préparer la cuisine, pour entretenir leur logement, leur linge. Et même certains y pensent avant de concevoir un bébé. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui? Menu 100% bio pour Théodore, 2 ans et demi, et sa maman enceinte de quelques semaines. Pas de barquette en plastique, même l'assiette de Théodore est en bambou.
Car pour sa santé et celle de ses enfants, Béatrice de Montera veut éliminer les produits chimiques qui perturbent les hormones. Jamais dans le plastique. Je réchauffe toujours à la poêle, j'ai pas de micro-ondes. Donc c'est soit les légumes réchauffés à la poêle, les légumes bio que j'ai fait moi, que j'ai mélangé, que j'ai cuisiné. Je garde maximum 48 heures au frigo. Et les petits pots, c'est des petits pots bio dans des pots en verre que je réchauffe au chauffe-biberon. Elle a décidé à sa première grossesse de réduire son exposition aux pesticides, aux phtalates et au bisphénol A. Par rapport à ma deuxième grossesse qui est en cours, j'ai encore augmenté ma préoccupation puisque je suis passée à faire la vaisselle au savon de Marseille, à même plus utiliser du tout de cosmétiques. Et même pour le ménage et la lessive, des produits achetés en magasin bio avec un écolabel. Et je ne mets pas d'assouplissant pour tout ce qui est pour moi qui suis enceinte et pour mon fils, puisque l'assouplissant donc c'est déconseillé. Lydie Noël se prépare à une fécondation in vitro. Pour l'aider à tomber enceinte et réduire le risque de fausse couche, le docteur Mirakian lui explique comment éviter les perturbateurs endocriniens. Pour toutes les femmes enceintes, on recommande de manger bio. Et bien sûr, ce n'est pas toujours accessible à toutes les bourses. Donc, à défaut, vous pelez bien les fruits et légumes. Les produits d'entretien, à la maison, les légumes, c'est vrai que moi, je ne les pèle pas, les fruits non plus. Donc, il y a plein de choses à revoir. Effectivement, pourquoi pas, si ça peut favoriser une bonne fertilité. Donc, on va s'y mettre. Ces produits chimiques qui agissent comme des hormones sur notre corps favorisent des maladies à long terme. Un fœtus exposé aux perturbateurs endocriniens va plus développer de pathologies hormonales à l'âge adulte. Celles qui sont les plus graves, ce sont les cancers hormonodépendants, le testicule pour les pesticides et le cancer du sein qui se développe de façon exponentielle. De plus en plus de médecins font ce travail de prévention et d'information sur les perturbateurs endocriniens qui ont envahi notre environnement. Voilà, il y avait les polluants naturels et maintenant on rajoute en plus les perturbateurs endocriniens. Yannick Rodeau est toujours avec nous. Dominique Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin allergologue et président de l'APSF. C'est quoi l'APSF? C'est l'association des Pollinariums Sentinelles de France. Très bien, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, petit retour sur ce qu'on vient de voir, les perturbateurs endocriniens. On pense notamment aux parabènes qu'on trouve dans divers produits de consommation. Ça amène des maladies, ça amène des allergies? Alors des maladies sans aucun doute, des allergies également, et c'est notre travail quotidien. Ça entraîne des poussées d'eczéma qui peuvent être particulièrement invalidantes. Et le problème de tous ces conservateurs, c'est qu'une fois qu'on a dépisté qu'un conservateur était nocif, malheureusement, il y en a un nouveau qui apparaît et qui est tout aussi nocif au bout de 2-3 ans. Donc nous, les allergologues, on passe notre temps à augmenter nos batteries de recherche et de tests cutanés à l'égard des conservateurs. Et chaque fois qu'un nouveau conservateur, comme le Caton par exemple, dont on entend parler actuellement, qui est l'isothiazonilone, nous pose maintenant de nouveaux problèmes. Alors c'est les produits qu'on trouve encore, notamment pour le parabène. Il a remplacé en fait un produit qui était utilisé pour le vernis à ongles, mais il est toujours utilisé le produit qu'il a remplacé. Donc voilà. En fait, les perturbateurs s'ajoutent les uns aux autres. Les perturbateurs s'ajoutent les uns aux autres, mais il y a un phénomène à la fois médiatique et de réglementation, ce qui fait que l'industrie cosmétique va tendance à supprimer l'un pour passer sur l'autre. Yannick Rodeau, alors, le docteur Chevalier parlait d'allergie, est-ce que ça peut mener carrément à des cancers, vous qui avez enquêté sur ces questions? Moi j'en suis convaincu, mais ce que je trouve surtout, ce que je dénonce, c'est l'attitude criminelle des gens qui fabriquent ces cosmétiques et qui, de manière très cynique, vont enlever le parabène, remplacent par autre chose, attendent qu'une réglementation soit votée et on remplace par un troisième. Il est peut-être temps que ces gens-là rendent des comptes à la société civile et qu'on les mette devant leurs responsabilités, parce que c'est des enfants qui sont allergiques, c'est des gens qui meurent et c'est des cancers, comme on l'a vu depuis le début de cette émission. Ouais. Vous y croyez vraiment, le fait qu'on puisse réduire d'ici 2025 par 2 l'utilisation de tous les produits pesticides, de tout ce qui pollue notre air? Alors malheureusement, ce n'est pas la première fois que les autorités fixent des objectifs et que ces objectifs sont reportés, décalés. Donc j'aimerais y croire, mais malheureusement je n'y crois pas. Par contre, il faut quand même se féliciter des avancées dans tous les domaines. Les choses commencent à bouger, pas assez vite, mais ça commence à bouger. Donc soyons heureux que la prise de conscience se développe. Mais maintenant, il faut une volonté beaucoup plus marquée, beaucoup plus radicale pour avancer, parce que le dérèglement climatique est une des conséquences de la pollution, les maladies dont on a parlé, tout ça s'accélère et malheureusement, il y a de plus en plus de gens malades et l'humanité, à terme, ne vivra plus sur cette planète si elle est trop polluée. Ouais, avec ou sans abeilles? Avec ou sans abeilles, on disparaîtra. La Terre n'a pas besoin de nous pour survivre. Ouais. Le bio, Dominique Chevalier, dans les produits cosmétiques, justement, ça peut atténuer, ça peut endiguer les allergies? Alors,
Pas forcément le bio. Le bio va vous faire éliminer les risques allergiques liés aux conservateurs, aux additifs. Mais quelqu'un qui est allergique à une pomme en tant que pomme, la pomme bio ne sera pas forcément moins nocive que la pomme qui n'est pas bio. Donc je parle bien que de l'allergie. Parce que pour le reste, on sait bien le nombre incalculable d'ingrédients qu'il y a ajoutés dans les pommes. Je crois que c'est 35, hein, j'ai lu votre livre, 35, ça m'a surpris. Ça donne une idée des risques. Mais je reviens un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Il y a une prise de conscience, nous sommes ici là pour le dire, de la base. Il y a aussi quand même au plus haut niveau une prise de conscience. On travaille beaucoup quand même dans le cadre des plans nationaux de santé et environnement, et les perturbateurs endocriniens comme les polluants font partie des actions prioritaires maintenant de fonctionnement. Mais tout ça met du temps. Donc c'est très bien qu'il y ait à la fois une prise de conscience de la base et une prise de conscience du haut, et que les deux se rejoignent pour arriver à un monde meilleur. Bon, Yannick Rudeau, une dernière question. Votre livre quand même termine par une note, on va dire, un petit peu positive. Ça se termine par une petite nouvelle qui se passe en 2070 où Paris, ça sent la lavande. Ouais. Donc en fait, tout n'est pas perdu. Ah non, pas du tout, tout n'est pas perdu, parce que l'être humain a cette capacité à innover, à créer, à inventer, à faire autrement. Une fois encore, je vais faire le parallèle avec l'esclavage. Je suis persuadé que dans 50 ans, on aura aboli la pollution. Comme on a aboli l'esclavage, ça paraissait impossible tant qu'on n'avait pas inventé la machine à vapeur. Aujourd'hui, on a les low-tech, on a le biomimétisme, on a la permaculture, on a l'agriculture bio. On a une industrie qui peut fonctionner comme la nature. Un exemple, la chimie froide. Au fond des océans, les coquillages fabriquent des matériaux durs. Faisons pareil à 12 degrés. Très bien. Zéro pollution, le livre de Yannick Rudeau sur toutes les pollutions à endiguer d'ici moins de 100 ans si possible, si on veut offrir un avenir à nos enfants et nos petits-enfants sur cette planète. Merci beaucoup Yannick Rudeau. Dominique Chevalier, restez avec moi parce qu'on va parler maintenant des pollutions qui sont invisibles et qu'on peut éventuellement rendre visibles. Des pollutions souterraines notamment, il y en a dans l'eau, on ne les voit pas forcément. Eh bien maintenant, le numérique nous permet de les voir, mais comme il y a un paradoxe forcément, sachez que le numérique pollue également. Éléonore Duplay et Dominique Lemay nous démêlent tout ça. Même moi, j'ai un téléphone à l'ancienne, mais j'ai quand même un rapport au numérique de fait, parce que j'ai un ordi. Comment notre usage d'Internet joue-t-il sur notre environnement? Le numérique est-il vraiment si propre? Thibault Labat, architecte nantais, s'interrogeait sur les flux invisibles, d'où l'idée d'une balade réflexion destination, la source. Un vrai data center, 2000 m² entièrement dédié au confort des serveurs, ceux qui hébergent nos applications et nos sites internet et qui consomment de l'énergie 24 heures sur 24. Vous prenez cette baie-là, c'est à peu près l'équivalent d'un logement de 70 m². Donc vous multipliez par le nombre de baies que vous avez là. Donc quand on est complètement en charge, on fait l'équivalent d'un village ou d'une ville. Et si depuis 30 ans les sites sont devenus plus économes, chaque clic consomme de l'énergie. Paradoxe, si l'Internet rend invisible notre consommation d'électricité, c'est aussi là qu'on peut visualiser un autre genre de pollution. Combien de pesticides se cachent sous nos pieds dans les nappes phréatiques? Julien Paris vient de co-développer une carte interactive, la contamination de nos eaux souterraines. Le nombre de pesticides détectés augmente d'année en année. On retrouve de plus en plus de pesticides dans les eaux souterraines depuis 2007, à partir de ces données-là. Sur Hydrovise, on peut sur toute la France voir les concentrations de chaque pesticide, quasiment lieu par lieu. Ce que nous, on a trouvé étonnant, c'est que vu le nombre de pesticides, vu que toutes ces molécules sont toutes différentes les unes des autres, elles ont toutes des compositions chimiques différentes, elles ont toutes des effets sur la santé qui sont potentiellement différents, sur des centaines et des centaines de molécules différentes, on se retrouve avec à peu près le même niveau de concentration autorisée. Percevoir l'invisible, première étape pour provoquer la réflexion sur les moyens de mettre un coup d'arrêt aux pollutions dont la plupart d'entre nous n'avaient même pas conscience. Retour sur le plateau d'enquête de région installé au cœur du Jardin des Plantes de Nantes et nous parlons de pollution, tous ces petits ennemis invisibles. Bonsoir Charlotte Delpeux. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication à Air Pays de la Loire, une structure qui analyse un petit peu notre air pour savoir s'il est bon de sortir ou pas. Tout ce qu'on respire est pollué au Pays de la Loire? Alors, en termes de polluants réglementés, ce qu'on respire en Pays de la Loire, c'est d'une manière générale assez révélateur de ce qu'on respire en France. Et il y a des polluants qui peuvent être problématiques. Et ça dépend des saisons. Quel style de polluants? Alors, par exemple, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps des particules fines PM10.
Les particules fines PM10, c'est des toutes petites particules qui sont inférieures à 10 microns. Alors 10 microns, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais C'est tout petit. 10 fois plus petit qu'un cheveu. Donc ces particules fines, elles peuvent venir de plusieurs secteurs, par exemple du résidentiel avec le chauffage au bois, par exemple, au fioul, de l'industrie. On perçoit par exemple les cimenteries, c'est assez visible, du trafic routier. Et Donc ça veut dire que là, autour de nous, il y a des immeubles, il y a des habitations, il y a des voitures qui passent, il y a plein de PM10 comme vous les appelez. il y a des particules fines PM10, c'est vrai, et on a par exemple des pics de pollution pour ces particules fines-là, quand il y a des conditions qui sont favorables à l'accumulation des polluants dans l'air, par exemple des périodes anticycloniques, et c'est souvent par exemple dans la période de grand froid, ou quand par exemple les gens vont plus chauffer, ou par exemple en début de printemps aussi avec l'agriculture et les premiers travaux dans les champs. Avec le vent qui balaye tout ça et qui transporte toutes ces particules également, quoi. Oui, voilà, et c'est surtout quand il y a peu de vent qu'il y a plus de pollution, parce que justement les polluants ne se dispersent pas et vont s'accumuler dans l'air qu'on respire. Donc on est pollué tout le temps, on est pollué quand il fait beau, parce que comme il fait trop chaud, ça ne circule pas, donc ça pollue. Et puis l'hiver, ça stagne, et puis en plus il fait plus froid, donc on se chauffe, donc on pollue également. Donc en fait on est pollué toute l'année. Il y a quand même des périodes où on peut être... Il y a le printemps et l'automne. Il y a le printemps et l'automne, et après il y a des zones plus ou moins polluées. Par exemple, dans l'année, on peut parler de saisonnalité de la pollution, mais on peut aussi parler, par exemple, il y a des problématiques qui peuvent être plus importantes à proximité des axes de circulation. Et il y a par exemple aussi des idées reçues qu'on a tous de se dire qu'à la campagne c'est moins pollué qu'en ville, ce qui n'est pas forcément vrai. Ouais, on vient de l'évoquer avec Monsieur Rouleau. Voilà. Ouais. Donc là, en fait, il y a plein de nature, mais derrière, il y a des rues, il y a des boulevards. Donc en fait, ces particules, elles passent allègrement les haies. Hein. Elles ne s'arrêtent pas à la frontière du mur, quoi. Non, elles ne restent pas... Bon. Dominique Chevalier, ça génère quelles maladies, quelles allergies, toutes ces petites particules qu'on ingurgite en pensant respirer l'air pur? Ça, le premier inconvénient, c'est que ça entraîne une inflammation, et maintenant c'est quand même tout à fait bien démontré, une inflammation chronique des muqueuses, c'est-à-dire des zones de contact avec l'air que l'on respire, le nez, les bronches. Et ces inflammations favorisent, je parle surtout de mon domaine, mais favorisent, au-delà des infections fréquentes hivernales ou de l'asthme bronchique chez l'enfant, peuvent favoriser en plus l'émergence de l'allergie. Et c'est bien certainement à cause de ça que l'on rencontre de plus en plus d'allergies au pollen. Vous savez que l'allergie au pollen a augmenté de l'ordre de 10 fois en l'espace de 30 ou 40 ans. Donc la prévalence est 10 fois supérieure. Et je pense qu'on peut véritablement lier ça à la présence de pollution. Et on a montré d'ailleurs, pour parler des pollens, que la pollution avait une action directe sur les grains de pollen. Vous savez, le grain de pollen, c'est un petit grain qui fait entre 10 et 40 microns. Et la pollution a comme particularité, et ça a une conséquence très grave, c'est de modifier la surface qui entoure ce grain et le rendre fragile, ce qui fait qu'il se transforme en une espèce de bombe à fragmentation. Alors vous me direz, ça change quoi? Ça change tout. Parce qu'un pollen qui fait 10 à 40 microns, qui s'arrête au niveau du nez, quand il se transforme en petite bille de 1 ou de 2 microns, il va jusqu'aux bronches et il entraîne de l'asthme. Alors justement, vous parlez des pollens. Oui, il y a ici, au Jardin des Plantes, juste derrière vous, et vous en occupez tous les deux, le Pollinarium Sentinelle. Il y en a 4 dans la région des Pays de la Loire, un ici, un à Saint-Nazaire, un à Laval, un à Angers. Charlotte Delpeux, vous co-gérez en fait avec Monsieur Chevalier. À quoi ça sert et comment ça marche ce Pollinarium? Alors le Pollinarium, en fait, c'est un outil thérapeutique qui vise à informer les allergiques et les professionnels de santé de l'arrivée des premiers pollens dans l'air. Donc là, par exemple, à Nantes, actuellement, il y a des émissions de pollen en cours. Et avec, par exemple, l'arrivée des premiers graminées, ça permet aux allergiques de pouvoir adapter leur traitement, de le prendre dès le début de l'arrivée des pollens, éviter les premiers symptômes et de Donc pouvoir en fait, vous faites des relevés, vous les donnez à Monsieur Chevalier qui les analyse et ensuite vous envoyez ça sur une appli et ceux qui sont allergiques au pollen sont prévenus? C'est un petit peu... c'est pas tout à fait ça. C'est raccourci. En fait, c'est les jardiniers de la ville de Nantes qui s'occupent des relevés au quotidien. Ils vont observer les pollens tous les jours et voir s'il y a du pollen qui va commencer à émettre. Ils vont dans un système informatique pour noter toutes ces informations. À partir de ce moment-là, le système informatique va détecter s'il y a un événement ou pas dans le pollinarium. Et justement, on va envoyer un mail à Dominique Chevalier qui va lui demander si effectivement c'est pertinent ou pas comme événement, si c'est lié aux symptômes qu'ont ces patients. Et nous, après, RP de la Loire, on va envoyer la newsletter à tous les abonnés. Bon, et donc c'est vous en fait qui déterminez la gravité de la pollution au pollen? Alors non, nous on a un système qui est qualitatif, qui n'est pas quantitatif. C'est-à-dire qu'on va dire il y a ou il n'y a pas pollen. C'est extrêmement important parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les périodes d'émission des pollens varient d'une année à l'autre et varient considérablement.
Donc sinon, il suffirait de dire à nos patients, bah, très bien, vous êtes allergique à tel pollen, vous allez vous traiter de telle date à telle date. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est plus compliqué. D'une année à l'autre, il va y avoir des variations. Et si on veut vraiment leur faire un traitement optimal, le plus adapté à la situation, il faut qu'on leur donne la date de début et de fin. Et les gens reçoivent par mail cette alerte et ils mettent en route ce traitement. Dernière question très rapide, on peut être allergique, développer une allergie à tout âge et pour n'importe quelle raison? Oui, et c'est bien ce qui nous inquiète, parce que jusque-là, l'allergie était une maladie un peu réservée aux gens qui avaient un terrain allergique, et puis aux gens qui se situaient globalement entre 6 ans et 50 ans. Et maintenant, tout ça, c'est faux. On voit des gens allergiques au pollen qui n'ont jamais eu de terrain allergique, et on voit des gens au-delà de 60 ans et inférieurs à 6 ans qui développent aussi des allergies. C'est un grand sujet d'inquiétude, parce que ça veut dire que potentiellement, toute la population peut être atteinte par l'allergie au pollen, et c'est ce que prévoit d'ailleurs les experts pour 2050. C'est pas loin. C'est pas très rassurant non plus. Merci beaucoup Dominique Chevalier, allergologue, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci également Charlotte Delpeux de Air Pays de la Loire. Vous êtes chargée de communication, Air Pays de la Loire, d'être venu nous faire part de votre savoir. Depuis le 1er janvier dernier, 1er janvier 2017, eh bien, la loi de transition énergétique pour la croissance verte oblige les collectivités à travailler autrement, à désherber autrement. C'est-à-dire que l'utilisation de produits chimiques est très réglementée. Alors à la Flèche, par exemple, dans la Sarthe, eh bien, on s'y est mis et on laisse l'herbe pousser comme ça dans les cimetières. Ou alors on utilise l'huile de coude, d'une manière manuelle ou mécanique, mais on a banni les pesticides. Vous voyez le reportage de Yann Ledos et Karine Mordrel. Du gazon dans les cimetières, c'est une des conséquences les plus visibles de cette gestion écologique des espaces verts. Au lieu de lutter contre les mauvaises herbes, il s'agit de les contenir, une idée simple et efficace mais qu'il a fallu promouvoir auprès des habitants. Maintenant, on n'entend plus de réflexion de gens qui sont mécontents de voir des brins d'herbe entre les tombes. Avant même les habitants, ce sont les agents techniques de la ville qu'il a fallu convaincre. Après une phase de formation, le personnel a été associé à toutes les démarches. Un véritable changement des mentalités pour ces techniciens redevenus jardiniers. On travaille en concertation avec eux sur comment, sur tel espace, par rapport à l'usage qu'il en est fait, comment on peut entretenir sans employer de produits chimiques, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment on doit retravailler l'espace, est-ce qu'il faut laisser pousser l'herbe et la gérer, est-ce qu'il faut quand même encore désherber, et à ce moment-là c'est du travail manuel voire mécanique. Gestion de l'eau, désherbage mécanique, limitation de la tonte des pelouses, tout est fait pour encourager la biodiversité et limiter l'action humaine. Dans les serres municipales, évidemment, pas de produits chimiques non plus. Les agents passent du temps à observer l'évolution des plantes et utilisent la protection biologique intégrée, la PBI, pour combattre les nuisibles. La PBI, c'est quoi? C'est l'introduction de prédateurs qui luttent contre les ravageurs. Ça peut être des champignons, des spores de champignons qu'on dilue et qu'on pulvérise. Ça peut être aussi des acariens contre d'autres acariens, des acariens contre des alérodes. Futur défi à relever pour la municipalité, la gestion des espaces verts sportifs, non comprise dans la loi. Ce sera la dernière étape de ce plan zéro phyto qui aura mis 10 ans à se mettre en place. Et il est en train d'être mis en place ce plan. Bonsoir Jacques Soignon. Bonsoir. Vous êtes directeur du SEV. Alors on dit la SEV quand il y a de la nature. Vous, c'est le SEV, le service des espaces verts et environnement de la ville de Nantes. Tout à fait. 100 parcs et jardins à Nantes, c'est considérable. Alors, effectivement, on parle d'une ville avec 100 jardins. C'est une caractéristique nantaise. Pas connue par tous, mais sur laquelle on insiste parce que c'est véritablement une grande richesse pour les Nantais. Ouais, ça, c'est le meilleur exemple. C'est l'emblème, le jardin des plantes. C'est le jardin le plus ancien, le plus central, celui qui est également le plus fréquenté. 2 millions de visiteurs par an, un chiffre toujours en augmentation. Une vraie oasis de verdure au centre de la ville, donc effectivement, elle a une grande importance pour tous les Nantais. Une grande fierté. Donc 1100 hectares de nature à Nantes, gérés par 300 jardiniers. On vient de voir le reportage à la Flèche, où maintenant on utilise l'huile de coude, le désherbage mécanique et non plus les pesticides. Est-ce que vos jardiniers, ici par exemple, travaillent comme ça maintenant? Alors là, vous êtes vraiment dans un jardin, par exemple, 100% bio. Si vous étiez venu ici il y a encore une vingtaine d'années, eh bien, par exemple, cette pelouse sur laquelle nous sommes aujourd'hui, n'aurait pas eu ces petites pâquerettes que vous voyez ici, parce qu'on aurait utilisé des désherbants systémiques. Le fameux Roundup dont on parle beaucoup? Alors là, ça n'aurait pas été du Roundup, ça aurait été d'autres matières actives, mais celle-ci aurait par exemple permis simplement de conserver le seul gazon qui était considéré comme étant l'idéal du jardin. Aujourd'hui, les canons ont changé, non seulement les canons, mais les raisons de santé font qu'aujourd'hui, eh bien, on laisse évidemment la possibilité à des pâquerettes de s'installer. C'est joli en plus. Ce qui reste joli, la preuve c'est que les gens s'y installent également, mais également dans des conditions de sécurité, puisque c'est le sujet total.
environnementale, actuellement, on peut se rouler dans l'herbe. C'est-à-dire qu'on peut prendre une pâquerette et la mettre entre les dents pour faire une jolie photo et on risque rien. Pas de problème, ici les pâquerettes, le gazon est consommable. Bon, c'est rassurant le fait que le plan zéro phyto concerne évidemment les professionnels mais également les particuliers qui ne peuvent plus acheter en libre service le glyphosate. Alors le glyphosate c'est cette substance, cette molécule qui permet de désherber partout dans le jardin. Et bien maintenant c'est réglementé, donc en fait ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, c'était une forme d'évidence, on touche à des matières actives qui pour certaines étaient très toxiques, qui ne pouvaient pas être données librement à la consommation, et donc on se rapproche finalement de ce qui se passe dans le milieu médical où il faut passer par un pharmacien, passer par un spécialiste et avoir un agrément pour cela. Aujourd'hui effectivement, tout particulier ne pourra plus aussi simplement aller acheter des matières qui pouvaient nuire pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour son entourage. Alors justement, ça vous rassure que vos 300 jardiniers, en fait, en ne manipulant plus ces produits, non seulement abîment moins la nature, mais en plus, ils risquent moins, entre guillemets, j'allais dire, ils risquent moins leur peau, ils risquent moins leur santé. Absolument, ce sont eux-mêmes les principaux acteurs du changement parce qu'ils sont les premiers concernés, ils le savent. Et donc, effectivement, ça demande plus d'huile de coude. C'est une difficulté supplémentaire, c'est plus de travail. Évidemment, chacun peut le constater dans son jardin quand il passe à cette façon de travailler. Ça demande par contre de plus d'intelligence au quotidien, tout simplement parce qu'il va falloir faire des choix, connaître mieux la nature, mieux la respecter, mieux la comprendre, utiliser par exemple des parasitoïdes naturels pour peut-être venir limiter la progression d'autres envahisseurs, plutôt que d'aller chercher l'effet coup de poing, l'effet massue qu'on avait avec ces fameuses matières actives. Il faut être plus imaginatif. Est-ce qu'un poumon vert, vous disiez, une oasis de verdure, est-ce que ça dépollue toute la ville? Évidemment non. Alors, ça ne va pas dépolluer toute la ville, on l'aimerait. Évidemment, plus vous aurez de surface verte dans une ville, plus cette ville aura un moyen de filtrer des poussières, des polluants. On sait par exemple ici dans ce jardin, les arbres ont un rôle important. On a fait des mesures et ça a été mené en particulier avec un gros programme qui s'appelait VHDUD sur Nantes, qui a pu mettre en évidence que la canopée, les frondaisons d'arbres, elles ont un rôle de capteur important. Un seul arbre ici par exemple, c'est un demi-hectare de surface de feuilles. Donc vous imaginez pratiquement un demi-terrain de football pour un seul arbre qui va pouvoir capter les poussières, capter les polluants. Donc si on en a marre de la pollution dans la ville, on vient au Jardin des Plantes ou dans un autre jardin de n'importe quelle ville de la région, ça peut être la Périne à Laval ou le Jardin des Plantes à Angers, et on respire au pied des arbres. Alors c'est une première solution pour effectivement trouver un peu de refuge à ces nuages éventuellement de résiduels de polluants, et on peut conseiller effectivement d'aller dans ces jardins. Bien évidemment, encore mieux c'est d'aller dans les endroits véritablement naturels, et on peut conseiller également que les hauts de montagne sont encore moins pollués qu'ici. Voilà, mais on en est loin d'ici, la montagne. Restez avec moi, Jacques Soignon, j'ai encore des questions à vous poser, mais on va parler d'une autre alternative au jardinage avec pesticides, c'est évidemment le jardinage sans pesticides. C'était facile, mais il fallait la faire en n'utilisant que des produits naturels pour lutter contre ce qui nuit au bon développement de votre jardin. On peut donc jardiner propre, c'est bon pour la nature, c'est aussi bon pour l'homme. Karine Mordrel et Christelle Massé. Si vous êtes en carence de fer, il n'y a pas de souci, vous pouvez en manger. C'est absolument pas chimique de synthèse. Un anti-limace naturel, comme tous les produits proposés dans ce magasin depuis 10 ans. Botanique est le premier à avoir supprimé de ses rayons les pesticides et les engrais chimiques, une action militante qui doit passer par la pédagogie. C'est du prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à badigeonner. Ah d'accord, super. Le fait qu'on soit depuis 2007 vraiment sans aucun produit chimique de synthèse, on est là pour leur indiquer qu'il y a une autre méthode, une autre façon de faire. Et voilà, aujourd'hui, des clients viennent, repartent peut-être juste avec des conseils alors qu'ils étaient venus pour acheter un produit. Une clientèle qui devient de plus en plus consciente de l'impact négatif de ces produits sur l'environnement et la santé. C'est des produits d'abord qui sont moins toxiques aussi pour l'homme. Donc déjà quand je les utilise, je me sens peut-être un peu plus en sécurité, quoi. Quand je vois la recrudescence des cancers dont on ne connaît pas l'origine, je pense qu'effectivement dans ce qu'on respire dans la nature, ça ne doit pas être très sain. Pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, ça va être la cata. On est en train de détruire le sol quand même. La nature souffre, il faudra encore un peu de temps pour que la recherche remplace chaque produit de synthèse, mais les solutions existent déjà, telles qu'un écosystème autonome. Il suffit juste d'utiliser la nature. C'est-à-dire qu'on va utiliser les associations de végétaux entre eux pour la pollinisation, attirer les insectes qu'on dit auxiliaires qui eux vont manger les petites bêtes. Et il y a des méthodes à avoir de culture qui vont faire qu'on va pouvoir se passer des produits de traitement, quoi.
Des réponses alternatives qui auront fait leur chemin puisque dès le 1er janvier 2019, avec la loi Labbé, la vente des pesticides chimiques sera interdite dans toutes les jardineries. Voilà, loi Labbé, du nom de ce sénateur écologiste du Morbihan qui avait rédigé une proposition de loi, c'était il y a 3 ans, afin de mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires. On parlait des zones vulnérables avec un de nos invités précédents, Jacques Soignon. Je rappelle que vous êtes toujours directeur des espaces verts de Nantes. Derrière nous, il y a un grand lycée, un des plus grands lycées nantais, le lycée Clémenceau. Est-ce que vous êtes considéré ici en zone vulnérable? C'est-à-dire que vous ne pourriez plus utiliser quelques produits phytosanitaires encore autorisés parce qu'il y a des jeunes à côté? Absolument, on est complètement concernés et on est concernés systématiquement dans la ville, dans tous les parcs et jardins qui sont proposés à l'ouverture du public. Tout espace ouvert au public aujourd'hui n'a plus l'autorisation d'utiliser des matières actives et c'est normal puisqu'il faut effectivement préserver la santé des gens. Parce que tout ça c'est volatile quoi. C'est volatile, oui, ça peut même éventuellement retomber en particules sur le sol. Donc effectivement, là, ici, comme ailleurs dans les jardins publics, on n'a plus la possibilité d'utiliser ces matières. En fait, il faudrait augmenter les espaces verts. Ça serait effectivement une solution ultime et c'est ce qu'on essaye de faire en faisant à Nantes une ville dans un jardin. Deuxième ville verte de France derrière Angers. On est bien lotis en Pays de la Loire. Effectivement, la première d'ailleurs pour ce qui concerne la place du végétal dans la ville, il faut le rappeler, dans le même sondage. Et effectivement, on est actuellement sur la volonté de faire que ce jardin s'exprime même au-delà des frontières de ces jardins publics, puisque en réalisant des aménagements plus verts, et c'est l'option qui est faite sur les grands projets d'aménagement actuels. Oui, parce que le jardin des plantes en fait, va quasiment gagner sur la gare. Il va gagner vers la gare. Il va gagner vers la gare, il va rejoindre, on pense, Mercœur, que vous connaissez déjà, plus vert aussi à sa façon devant le château. C'est le centre-ville, parce que tout le monde en Pays de la Loire ne connaît pas forcément bien la ville de Nantes. Tout à fait. Vous la connaissez bien. Mais dans l'esprit, effectivement, plus de vert dans la ville pour effectivement plus de cadre de vie, mais aussi plus de qualité. Vrai ou faux, info ou intox, il y a des jardineries qui vendent des produits, des plantes dites dépolluantes, comme les fougères, les ficus bégonia azalée. Vous y croyez, c'est vrai ou pas? Alors, à l'échelle d'un appartement, on sait très bien qu'il peut y avoir un bilan positif pour certaines de ces plantes, effectivement, en l'usage confiné. Évidemment, en extérieur, rien ne vaut mieux que ce que l'on plante ici en pleine terre, et nos grands arbres sont les meilleures garanties pour ça. Mais pourquoi pas dans des petits appartements. Évidemment, il ne faut pas attendre non plus un résultat total. Là aussi, il s'agit simplement de solutions aidantes, mais pas encore ultimes. Ouais, micro-solutions. J'aimerais qu'on parle de l'eau. Il y a un petit bassin à côté de vous. Je crois que le jardin des plantes est irrigué par de l'eau qui vient de la Loire. Seulement le problème, c'est que si jamais des produits phytosanitaires sont utilisés ailleurs en bordure de Loire, ça draine par le sol, ça finit dans la Loire, du coup ça revient au jardin des plantes. Absolument. Alors on n'est pas vraiment alimenté par la Loire, comme ça cette question ne se pose pas. On récupère évidemment une partie de pluviométrie naturelle, c'est la première façon assez simple. Mais là aussi, pourquoi pas des polluants retombant par les nuages. Et puis aussi des forages. On a un forage ici qui nous permet d'aller chercher l'eau en profondeur, dont on peut penser qu'elle est peut-être un peu moins polluée que ne l'est d'autres cours d'eau. Pour autant, on sait que les cycles sont longs et qu'on peut peut-être, pourquoi pas, trouver encore pendant quelques temps des matières, même si nous-mêmes ne les utilisons plus depuis déjà quelques temps. Allez, on a le jardinier en chef de la ville de Nantes avec nous, on ne va pas s'en priver. Un dernier conseil, c'est le printemps. Il va faire très beau ce week-end et dans les jours qui viennent, évidemment. Les gens vont jardiner. Quels conseils vous leur donnez pour avoir un beau jardin bio? Je pense qu'il faut surtout faire des choix éclairés en matière de plantation. Aujourd'hui, on a une gamme incroyable. On est dans un jardin ici, vous avez 11 000 espèces et variétés. Mais tout le monde n'a pas le jardin des plantes chez lui, Jacques Soignon. Oui, mais vous avez tous un pépiniériste, vous avez tous des gens compétents dans des lieux de vente, des jardineries, etc. aujourd'hui qui ont beaucoup progressé. Et donc, vous avez une gamme de végétaux incroyables. Privilégiez évidemment les produits qui viennent de proximité aussi, parce qu'on a des pépiniéristes qui adaptent des végétaux. Donc, il faut aller voir les professionnels. Pas de traitement, par exemple. Donc, allez chercher plutôt cela, plutôt que d'essayer d'assommer régulièrement pour essayer de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable au quotidien. Très bien. Et vous pouvez très bien aussi demander aux parcs et jardins, aux professionnels des parcs et jardins de Nantes, des conseils quand vous les croisez dans les allées. Merci beaucoup, Jacques Soignon, de nous avoir accueillis ici, puisqu'on est un petit peu chez vous. Alors, elles sont partout dans notre quotidien. Je veux parler des nanoparticules. De l'assiette à la voiture, en passant par le tube de dentifrice, partout. Et tout ça pour rendre plus attrayants certains produits. Seulement, une fois ingurgités, c'est justement au foie qu'elles peuvent s'attaquer, même s'il ne faut pas totalement les bannir, car la recherche en a grandement besoin. Invisibles, elles sont partout. Dans le diesel qu'on respire, la pollution. Dans l'habitacle de votre voiture, dans les crèmes solaires. Ce sont elles aussi qui rendent le dentifrice plus blanc, qui fixent le colorant de certaines pâtisseries et de nombreux bonbons. Le bonbon, justement. Faut chercher. Bourré de composants chimiques comme le E171, le dioxyde de titane.
L'association Agir pour l'environnement a fait analyser plusieurs de ces sucreries. Dedans, des nanoparticules, pourtant aucune mention de leur présence sur l'emballage. Le scandale sanitaire est à venir. Et une fois encore, on se retrouve dans la logique des apprentis sorciers qui exposent délibérément les consommateurs à des particules qui mettent en danger leur santé sans qu'ils aient la possibilité ni de choisir, sans que ça soit évalué correctement. C'est dans ce laboratoire que les bonbons ont été analysés. Démonstration avec un chewing-gum. On va simplement extraire les nanoparticules du chewing-gum en trempant le chewing-gum dans de l'eau ultra pure. Rapidement, l'eau devient blanche. Ce sont les nanoparticules de dioxyde de titane qui se libèrent, comme dans notre bouche. Ces ingénieurs vont ensuite les séparer, les identifier. Et voilà, sur l'écran, un amas de nanoparticules. C'est un grain de matière entre 1000 et 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Dans cette gamme de taille, la matière a des propriétés nouvelles et c'est ces propriétés nouvelles que les industriels ou les scientifiques souhaitent utiliser pour fabriquer des matériaux innovants. Et les industriels en raffolent depuis 10 ans. Nanoparticules de titane, de zinc, d'argent, de silicium ou de fer pour des produits plus beaux, plus légers ou plus blancs. Un usage qui inquiète de nombreux chercheurs. Franceline Marano a beaucoup étudié les nanoparticules. Elle évoque notamment une étude sur des animaux prouvant qu'elles peuvent s'accumuler dans des organes vitaux. À partir du moment où ça franchit la barrière intestinale, eh bien, ça se retrouve, donc ces nanoparticules d'oxyde de titane peuvent se retrouver dans le sang et s'accumuler dans des organes divers, par exemple le foie. Donc c'est la raison pour laquelle on s'inquiète de cette utilisation qui est quand même tout à fait importante. Pas encore d'études sur l'homme, pas de législation. L'infiniment petit, le nano, fait peur, mais il est aussi un espoir dans beaucoup de domaines. Dans le traitement de cancer, par exemple, ces mini-particules remplies de principes actifs vont pouvoir pénétrer les cellules et arriver au plus près de la tumeur. Des essais sur l'homme sont déjà en cours. Voilà, vous nous rejoignez peut-être en cours d'émission. Nous sommes au Jardin des Plantes de Nantes pour une enquête de région consacrée aux pollutions, ces petits ennemis invisibles ou grands ennemis d'ailleurs. Thomas Laurenceau vient de me rejoindre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs et membre de Santé publique France. Rapidement, Santé publique France, c'est une agence publique qui s'occupe de surveiller la santé et d'informer les gens en matière de santé publique. Et je fais partie du comité d'orientation qui a pour mission de faire remonter les idées de la société civile. Et de donner les bons conseils. Alors avec vous justement, comme vous êtes un spécialiste de la consommation et de la santé, on va envisager un petit peu quelques solutions concrètes au quotidien en matière d'alimentation, en matière de vêtements, de transport, etc. D'abord, qu'est-ce qui pollue le plus dans une maison ? Le problème, c'est que la pollution, elle est partout. Et c'est bien ce qu'on a vu là, au cours de cette émission. C'est qu'il y a l'air, il y a l'alimentation, il y a les cosmétiques, il y a les produits ménagers. Et c'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'on est exposé en permanence. Et ça serait vraiment une illusion de penser qu'on peut échapper à ça. En revanche, il y a quelques moyens assez simples de limiter grandement l'exposition. Et dans une maison, par exemple, on ne peut pas se passer des tapis ou des canapés ou des rideaux ou des vêtements, tout ça. Donc non, dans une maison, déjà, la première chose à faire, ça va être de bien l'aérer. C'est bête à dire, parce qu'on peut avoir des attitudes extrêmement strictes vis-à-vis du choix des produits et puis oublier ces règles de bon sens, comme l'aération. Vous savez que la pollution intérieure peut être plus importante que la pollution extérieure. Ah ça, on est toujours étonné quand on entend ça. Voilà, on a aussi des gros problèmes avec tous les sprays désodorisants qui peuvent être tout à fait problématiques et poser des gros problèmes d'asthme et d'allergie. Donc en fait, ils sont encore plus nocifs que ce qu'ils prétendent détruire. Oui, ils sont supposés, ils sont présentés comme naturels. Et finalement, oui, certains désodorisants, il y a des études qui ont été faites qui multiplient par 2 les crises d'asthme après pulvérisation. On va en parler dans le reportage précédent. Par contre, l'alimentation. On peut être aussi pollué, on peut développer des allergies à cause de l'alimentation. De quoi faut-il se méfier ? Alors l'alimentation, il faut se méfier. Déjà, il va falloir se méfier de l'ensemble des pesticides. Et donc, c'est vrai que quand on peut privilégier l'alimentation bio, c'est bien. Et je le redis parce que souvent les gens se disent oui mais c'est trop cher. Non, ça n'est pas plus cher à partir du moment où on change un petit peu les structures de son alimentation, à partir du moment où on mange plus de légumineuses et un peu moins de viande. Voilà, il y a ça. Ensuite, éviter les produits manufacturés, les produits industriels. Avec des additifs. Voilà. Et ensuite, si jamais
on est obligé de prendre des produits préparés, essayez de limiter les additifs. Une règle toute simple, c'est quand vous êtes au rayon du supermarché, regardez la composition du produit. S'il y a plus de 3 ou 4 additifs, essayez de prendre celui d'à côté. Ouais, une dernière question avant de passer au reportage suivant. Les cosmétiques et les fameux parabènes, on l'a évoqué tout à l'heure, ça aussi ça pose problème. Des fois c'est marqué sans parabènes, mais ça peut cacher d'autres additifs derrière. Oui, alors le problème des cosmétiques, c'est ça, c'est qu'il y a les parabènes qui sont... tous les perturbateurs endocriniens qui vont poser problème, mais il y a aussi des irritants, il y a des toxiques, il y a plein de choses et beaucoup d'allergisants. Donc il faut faire attention à ça. L'avantage des cosmétiques, c'est que la composition est notée. Il faut avoir en tête un certain nombre de produits particulièrement à risque qu'il faut essayer d'éviter. Par exemple, les propylparabènes, les butylparabènes, des choses comme ça, ou le BHA qui est un antioxydant qui pose vraiment problème, qui est aussi un perturbateur endocrinien. Donc il y a quelques éléments comme ça et faire très attention aussi à tous les allergisants et notamment à ceux dont on a parlé tout à l'heure de la famille des isothiazolinones, les MIT. Et... On va en parler dans un instant parce que là on va parler des sprays. Vous avez abordé déjà le sujet avec un petit peu d'avance. On les utilise souvent pour pulvériser tout et n'importe quoi dans la maison. Tout ce qui fait pchit-pchit est rassurant, anti-spray, anti-odeur, anti-acarien. Mais tout ça évidemment n'est pas sans risque pour la santé. Un pchit pour assainir et parfumer, mais aussi polluer son intérieur. Le magazine 60 millions de consommateurs épingle une quarantaine de produits d'entretien. Ils sont en bonne place dans les rayons des supermarchés et séduisent certains consommateurs. Je l'ai choisi par goût, l'odeur qui me plaît, comme orange, vanille, des trucs comme ça. Ça fait un moment qu'on se doute que dès que ça sent bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas naturel. Je vais finir les produits que j'ai chez moi et je verrai ce que je rachèterai plus tard. Ouais, c'est pas mal. Dans la ligne de mire, des produits courants, comme les sprays assainissants, désodorisants, désinfectants et anti-acariens. Ils contiennent des substances allergènes, irritantes, voire toxiques. C'est le cas des aérosols anti-acariens. Ces produits sont en fait en réalité des pesticides et sont vaporisés sous forme d'aérosols dans la chambre. Or, ils contiennent un pesticide qui a été interdit en usage agricole, c'est la permétrine. Et ce pesticide est soupçonné de perturbations endocriniennes. Souvent, les consommateurs sont mal informés. Pour désodoriser, on leur vend même du 100% naturel, parfumé aux huiles essentielles. Étiquetage imprécis, les industriels se défendent. Parce que traditionnellement, on nettoie... Les étiquettes en fait, qui sont apposées sur les produits, donc il y a une grande partie qui rentre dans la réglementation, puisqu'un certain nombre de molécules doivent être indiquées. Ensuite, il y a certains industriels commencent à être très transparents par rapport aux compositions des produits, puisqu'ils les mettent sur Internet aujourd'hui. Aucune des marques visées ne dépasse les normes réglementaires, mais on connaît encore mal les conséquences sur la santé d'une exposition à long terme. Alors Thomas Laurenceau, les expositions justement pour la santé à long terme, quelles peuvent-elles être ? Oui, c'est le problème. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce reportage parce que dire on respecte la réglementation, ça ne suffit pas. Individuellement, les produits peuvent respecter la réglementation, mais comme ils se cumulent, on est exposé à des produits cosmétiques, à des produits alimentaires, à la pollution extérieure. Et tout ça, ça va s'accumuler. Alors même si chacun respecte la réglementation, de toute manière, au bout d'un moment, le cocktail est trop important. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de fertilité humaine. Ça pose des problèmes... les cancers hormonaux dépendants sont très importants en France. Il y a vraiment, c'est des vrais problèmes de santé publique. Les produits ménagers, on aborde enfin. Oui. Surpuissants, donc surtoxiques ? Mais tout à fait. Les produits surpuissants, c'est un bazooka pour écraser une mouche. Hein. Je sais pas. L'image est belle. Hein. Imaginez, vous essayez de visualiser les publicités pour les nettoyants des cuisines. Est-ce que votre cuisine, elle est comme ça, hein? Honnêtement, non. Mais bon. Hein. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Et ces produits-là, ils sont toxiques pour l'environnement, ils sont toxiques pour les yeux, ils sont toxiques pour la peau. Ils peuvent aussi provoquer des résistances bactériennes. Donc éliminons-les. On n'a pas besoin. Prenons des produits simples. Il y a des produits les plus simples possibles. Donc ça marche très bien. Le vinaigre blanc, le citron, l'huile de coude. L'huile de coude, ça marche très bien. Oui, mais bicarbonate, vinaigre blanc, ce sont des produits qui sont extrêmement efficaces, qui marchent très bien et qui ne sont pas du tout polluants.
Alors expliquez-nous rapidement les MIT et les MCIT. Ce sont des produits qu'on a inventés pour contrer les perturbateurs endocriniens. Oui, ça a été des conservateurs, une génération de nouveaux conservateurs. Les industriels étaient très contents d'avoir trouvé ces isothiazolinones qui sont des conservateurs parce qu'ils avaient l'impression que c'était intéressant pour eux, c'était pas cher et ils en ont mis partout. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Il y en a dans les cosmétiques, il y en a dans la lessive, dans tous les produits d'usage quotidien. Ce qui fait que si vous développez une allergie à la méthylisothiazolinone ou à un produit de la même famille, eh bien votre vie devient un enfer. Et donc il faut vraiment faire attention. La dernière étude que nous avions faite sur une centaine de produits ménagers, la moitié en contenait. Donc il faut vraiment lire les notices, quoi. Oui, alors. Mais souvent c'est marqué produits verts, mais est-ce que ce sont vraiment des produits écologistes? Oui, alors la notice c'est difficile pour les produits ménagers parce qu'on ne voit pas tout, mais effectivement les MIT et MCIT sont écrites et là il faut les éviter même si on n'est pas allergique. Hein. Il faut faire attention aussi effectivement aux faux produits verts. Vous savez, des produits. Comment savoir si c'est un vrai ou un faux? Mais il faut regarder effectivement parce que si c'est écrit au vinaigre et que vous regardez sur la composition qu'il y a aussi des produits qui pose problème, le vinaigre ça peut être juste une espèce de quelque chose pour faire joli, quoi, et donc il va falloir éviter ça. Quand on veut repeindre la maison, on prend une peinture écolabel, c'est ça? Oui, alors l'écolabel n'est pas une garantie totale, hein, notamment en matière de contaminants pour l'homme, mais c'est la preuve qu'une démarche tout à fait raisonnable et raisonnée a été mise en place pour l'ensemble de la vie du produit, et un produit qui pollue moins l'extérieur, il pollue moins aussi l'être humain. Donc oui, on peut privilégier les écolabels. En matière de produits d'entretien de la maison aussi, il y a un label qui est intéressant, qui est le label allergène contrôlé. Malheureusement, il n'est pas vraiment développé sur beaucoup de marques. Les marques comme l'Arbre Vert peuvent l'utiliser. Mais l'écolabel, c'est une bonne chose. C'est mieux. C'est pas une garantie, mais c'est mieux. Alors tous ces produits, on l'a bien compris, vous énervent. Et il y a quelque chose qui vous énerve encore plus. Ce sont ceux que vous appelez les ayatollahs du quotidien avec leurs illogismes. De quoi voulez-vous parler? Oui, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des contaminants partout et on peut développer effectivement des réactions un petit peu irrationnelles et vouloir tout chasser. On ne peut pas échapper à tous les contaminants. Alors moi j'ai en tête comme ça des gens que j'aime bien, que j'apprécie, qui vont faire la chasse à tous les désodorisants et qui continuent à fumer. Donc, soyons raisonnables. Ça n'a pas de sens. Les polluants du désodorisant sont moins importants que ceux de la cigarette. Donc il faut faire attention à ça. Ou bien les gens qui sont intransigeants à la maison et qui au bureau sont assis devant une imprimante qui leur dégage des gaz toxiques. Ouais. Donc soyez raisonnables. Ce que vous faites à la maison, faites-le au travail et inversement. Modéré dans toute la vie. Merci beaucoup Thomas Laurenceau, journaliste indépendant et enquêteur sur ces produits qui nous polluent, membre de Santé publique France, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez envie de vivre, de changer un petit peu vos habitudes, de vivre différemment de ce que vous faisiez avant, si vous pensiez que vous polluez non seulement votre vie, celle de votre entourage et votre domicile. Et n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, tout ce qui est à voir est à savoir et sur France 3 Pays de la Loire. Bonne fin de soirée.